Cette voiture-école a été construite et conçue spécialement pour effectuer la formation et le perfectionnement du personnel de conduite diesel en mettant à la disposition des instructeurs les moyens les plus efficients. Tous les appareils nécessaires à la vie d'un autorail sont représentés en grande partie dans la salle de cours par des maquettes fixes ou mobiles judicieusement étudiées pour en faciliter l'observation et fonctionnant réellement. C'est ici l'installation pour l'enseignement sur l'électricité. Dans cette institution, rien n'a été oublié ou laissé au hasard pour atteindre le résultat. Tableaux noirs, schémas animés, maquettes et moyens audiovisuels permettent de donner un enseignement vivant facilement assimilable par tous les agents de conduite, même par ceux ne possédant que des connaissances élémentaires sur ce genre de traction. Ces moyens autorisent de fixer à 2 semaines les stages d'instruction avec seulement 8 élèves par session, ce qui donne à l'enseignement un caractère plus personnel. En ouvrant les 8 trappes, formant une partie du plancher de la salle de conférence, on découvre les appareils installés pour l'enseignement du frein et les élèves peuvent suivre aisément et attentivement le fonctionnement des diverses maquettes en écoutant les commentaires de leur instructeur. Ce dernier, grâce à une liaison microphonique reliant le poste de conduite à la salle de cours, reste en contact avec ses élèves pour leur indiquer les manœuvres qu'il exécute afin qu'ils en constatent les réactions sur les appareils de maquette. Une trappe prenant ouverture de l'intérieur donne accès au-dessous de la voiture placée sur une fosse afin de permettre la visite des équipements installés sous le plancher pour les cours relatifs aux freins. Orientés d'une façon générale sur la recherche méthodique et pratique des pannes, ces enseignements permettront aux conducteurs de remédier rapidement aux incidents de ligne. Dotée de moyens modernes, cette école roulante instruit aussi par l'image et le son. Des projections fixes, accompagnées de conférences enregistrées sur magnétophone, sont faites aux agents dans la salle de cours transformée en salle de projection. Le cinéma, à son tour mis à contribution, fait de cette institution absolument complète un moyen ultramoderne d'enseignement. Un petit mouvement de droite à gauche, c'est très bien, mais ça n'est pas terminé. Il faut purger le filtre. Ce petit train, aux allures de tortillard, qui se fraye un passage à travers la campagne, est chargé de containers spécialement étudiés pour le transport du ciment. Remorquant son convoi, la locomotive entraîne celui-ci vers la cimenterie, qui, jour et nuit, avec ses machines, broie, malaxe et mélange le calcaire et la chaux pour fabriquer cette matière première utilisée dans des constructions de toutes sortes, le ciment. Matière pulvérulente par excellence et craignant de façon absolue l'humidité, ce produit exige pour sa manutention et son transport de grands égards afin d'en tirer le maximum d'économie. Le problème paraît avoir trouvé sa solution dans l'utilisation de ces containers. Ces appareils étanches, d'un volume de 2 mètres cubes, peuvent recevoir chacun une charge utile de 2,5 tonnes de ciment. Grâce à leur forme géométrique rigoureusement calculée, 8 éléments prennent place sur un wagon plateforme de type courant. Le remplissage des containers s'effectue sans que ceux-ci soient déchargés des wagons. 3 à 4 minutes suffisent pour faire le plein de chaque appareil. Aussitôt chargé, le train repart. Il va bientôt être pris en compte par la SNCF qui va le faire parvenir rapidement à la gare destinatrice, distante de plus de 150 km de la cimenterie. Il s'agissait ici d'approvisionner en ciment
un lointain chantier de grande envergure qui absorbait journellement 280 à 380 tonnes de ciment. Pour satisfaire cette exigence qui ne tolérait pas de défaillance, 400 containers furent mis en jeu. 400 containers qui, comme les godets d'une noria, alimentèrent pendant 4 mois l'appétit féroce de ce chantier. Arrivé à destination, le train est déchargé par une grue Griffet de la SNCF. Ainsi transbordés de wagons à camions, à la cadence de 1 tonne minute, les containers vont être pris par la route, dirigés vers le chantier d'utilisation, ce dernier ne permettant pas, vu son éloignement et le profil du terrain, d'établir une voie ferrée spéciale qui aurait permis d'amener à pied d'œuvre la matière première. Aussitôt chargé et sans perdre un instant, ce camion et sa remorque prennent la route afin de céder la place à un transport revenant du chantier qui, une fois libéré de ses containers vides, transbordés sur le train, sera de nouveau nanti d'un chargement de ciment. Inlassablement, les convois routiers vides et pleins se croisent sur le parcours qui relie la gare au chantier. Les avantages de l'utilisation de ce mode de transport ne se traduisent que par des économies. D'abord, suppression des sacs, puis sur les pertes toujours possibles dues à l'humidité et à la pulvérulence de ce produit, et enfin, par l'absence des manutentions autrefois inévitables. Parvenu sur le chantier, le camion de containers s'est arrêté au pied d'un silo d'une capacité de 250 tonnes, dans lequel chaque appareil, soulevé par une grue, sera rapidement vidé de son contenu et grâce à un système de basculage, puis reposé sur le camion. Ces opérations n'exigent au total que 3 minutes par container. Reconduits à la gare, les containers seront acheminés vers la cimenterie pour y être chargés à nouveau. De très sensibles économies dans le transport ont été réalisées grâce à ces containers qui permettent, par leur maniabilité, d'obtenir une coordination parfaite entre le rail et la route. Tous les chemins mènent à Rome. Mais si la question des tunnels routiers transalpins est désormais posée, il n'est plus possible d'attendre leur réalisation et de laisser la France et l'Italie privées de toute relation routière directe interdite pendant 6 mois de l'année par la fermeture du col du Mont-Cenis. Et donc, afin de faciliter ces relations d'un caractère vraiment international, la SNCF et les chemins de fer italiens ont décidé d'utiliser rationnellement, hiver comme été, la galerie ferroviaire du Mont-Cenis pour le transport rapide et économique par train-navette des véhicules automobiles sur wagons spéciaux entre Modane et Bardonèche et vice-versa. À cet effet, à Modane, la route internationale Paris-Rome est reliée directement au quai réservé à l'embarquement. Après avoir conduit eux-mêmes leurs véhicules sur les wagons plateformes, les conducteurs et leurs passagers vont prendre place dans des voitures de 2e classe mises à leur disposition en tête du train. Chaque rame navette peut contenir en moyenne une vingtaine de voitures et de ce fait, le débit du trafic peut être porté en pointe à 200 voitures par jour dans chaque sens. En retenant un nombre moyen de 100 passages journaliers aller et retour pendant 150 jours par an, ce sont 30 000 véhicules qui pourront emprunter le tunnel chaque hiver. « 25 minutes suffisent pour effectuer le trajet
car hiver comme été, la ligne droite n'est-elle pas toujours la plus courte pour se rendre d'un point à un autre? Une coordination rail-route aussi utilement comprise donne au problème de l'ouverture permanente des relations routières entre la France et l'Italie par les grands itinéraires internationaux, Paris-Rome et Lyon-Turin-Venise, une solution élégante qui d'elle-même s'impose. Dans le même ordre d'idées, et à l'occasion du Salon de l'Automobile de Genève, les chemins de fer suisses et la SNCF ont exposé dans la grande cité helvète des wagons équipés pour le transport des véhicules routiers. Ce wagon des CFF est aménagé pour le transport des voitures automobiles à travers les tunnels du Simplon et du Saint-Gothard. Ce dernier a vu en 1952 le passage dans sa galerie de 48 762 véhicules ainsi transportés. La SNCF, de son côté, présente un wagon CNC, spécialement aménagé pour le transport des poids lourds, et un wagon STVA à étage pour l'acheminement des voitures de tourisme. À l'issue de l'exposition, le matériel présenté est transporté vers la gare de marchandises sur des remorques routières porte-wagons tirées par de puissants tracteurs. Ce spectacle, assez paradoxal, montrant la route sur le rail et le rail sur la route, s'explique tout simplement par l'impossibilité de décharger les véhicules automobiles sur l'emplacement de l'exposition. Assez étonnant, ces convois ne prouvent-ils pas, une fois de plus, que le rail et la route sont faits pour s'entendre?